C'est l'une des ONG françaises qui envoie le plus de volontaires sur le terrain. Grâce à Fidesco, plus de 1000 personnes sont déjà parties à travers le monde, essentiellement dans les pays du Sud, pour développer des projets humanitaires. Alors Fidesco est une organisation catholique de coopération internationale. Elle a été créée au début des années 80 par la communauté de l'Emmanuel à la demande d'évêques africains. Cette année, Fidesco a lancé son opération Carême 2008. L'objectif, mieux faire connaître son action. C'est ce que nous allons également faire dans ce KTO Magazine spécial association, notre nouveau rendez-vous mensuel consacré à la vie associative. Où agit Fidesco et quel est le cœur de sa mission? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission avec 4 invités. On accueille tout d'abord Jean Robin, bonjour. Bonjour à tous. Alors vous êtes directeur de Fidesco et votre aventure avec cette ONG, elle a débuté dans les années 80 puisque vous êtes parti comme volontaire en Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Alors, première question, qu'est-ce qui a changé depuis ces années? Enfin, ça s'est professionnalisé, j'imagine? Oui, Fidesco a beaucoup changé. D'abord, il n'y a plus le service militaire. Moi, je suis parti dans le cadre du volontariat du service national. Maintenant, il n'y a plus de service militaire. Alors, on sait qu'on aurait de moins en moins de gens qui partiraient parce que le service militaire n'existe en plus. Ça serait plus difficile de recruter. Eh bien, il n'en est rien. Et les jeunes viennent de plus en plus nombreux frapper à notre porte. À vos côtés, 2 anciens volontaires, Isor et Émeric Gobillard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous avez travaillé dans un orphelinat de Madagascar pendant 1 an et demi. Vous êtes parti 1 mois après votre mariage seulement. Ça a dû surprendre votre entourage, non? Alors, ça n'a pas tellement surpris parce qu'on avait vraiment, on a porté ce projet, enfin notre 2e année de fiançailles, parce qu'on a été fiancés 2 ans, donc ils nous ont suivis pendant toute la préparation de ce départ. Donc non, ils n'ont pas particulièrement été surpris. On a été extrêmement soutenus justement par nos familles et nos amis. Donc pas de surprise, mais beaucoup d'encouragement. Et puis enfin, on termine ce tour de table avec Dominique David. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ce qu'on appelle un correspondant de pays pour le Kenya et la Tanzanie. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce qu'un correspondant Fidesco? Un correspondant Fidesco, c'est quelqu'un qui est bénévole, je le suis avec mon épouse d'ailleurs, Marie-Claude, et nous avons la fonction d'assurer une interface de qualité avec les partenaires qu'on a là-bas. C'est-à-dire qu'on voyage 1 fois par an, à peu près, ou 2 fois par an. On rencontre des gens qui vont avoir besoin des volontaires. Et puis, on traite avec eux un peu comme une agence d'intérim, si vous voulez, pour pouvoir garantir une bonne communication, une adaptation des volontaires à ce qu'on attend d'eux. Ouais. Jean Robin, Fidesco, on l'a dit, a été créé par la communauté de l'Emmanuel. Est-ce que pour être volontaire Fidesco, il faut être lié à la communauté? Non. Absolument pas. Il n'est absolument pas nécessaire d'être membre de la communauté de l'Emmanuel pour partir avec Fidesco. Et je dirais que d'une grande majorité des volontaires qui partent avec nous ne seront jamais membres de la communauté de l'Emmanuel. Il faut être peut-être lié à la spiritualité de l'Emmanuel. Oui, voilà. Donc en fait, effectivement, chaque ONG a son histoire, a sa culture. Et dans le cadre des ONG catholiques, chaque ONG a un peu sa spiritualité, c'est évident. Donc Fidesco a été créé par la communauté de l'Emmanuel. Donc c'est la spiritualité de la communauté de l'Emmanuel, issue du renouveau charismatique des années 70, mais qui a beaucoup évolué aussi. Donc il faut que les volontaires aussi, tout doucement, rentrent dedans, mais très librement et sans absolument aucune pression. Et ce n'est pas l'objectif de les faire rentrer dans les manuels, bien sûr. Alors pourquoi ce nom de Fidesco? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2 choses. On va prendre le terme un peu technique, puis après peut-être la connotation plus spirituelle. Le terme technique, c'est une fédération internationale pour le développement économique et social par la coopération. Alors fédération parce que nous avons des bureaux dans 11 pays aujourd'hui. Donc alors, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, la Pologne, le Portugal, l'Autriche, l'Australie, le Congo, le Rwanda et le dernier créé, c'est Fidesco à New York. Donc tous ces pays envoient des... Tous ces pays ont un bureau, un conseil d'administration, recrutent des jeunes, les forment et les envoient. Voilà. Et puis Fidesco, c'est aussi la foi coopérante, Fides en latin, la foi coopérante, donc qui est une ONG qui veut allier le développement à la mission universelle de l'Église, on va dire ça comme ça. Donc c'est un nom tout trouvé alors. Voilà. Alors quelles sont les actions que mène la Fidesco? En fait, nous répondons essentiellement à la demande de partenaires locaux. Donc nous n'inventons pas les projets. Nous n'arrivons pas dans un pays pour dire voilà ce qu'il faut faire les amis. C'est un évêque, une responsable de congrégation religieuse, d'un dispensaire, d'un hôpital, d'une ferme-école ou d'un orphelinat comme était Isor et Émeric, qui nous appellent à Paris, qui nous disent voilà, moi j'ai besoin d'un médecin, d'un infirmière, d'un ingénieur agronome, il faut m'aider.
Alors là, on va faire rentrer les correspondants de pays, comme Dominique ici, qui va aller visiter les projets, qui va les valider sur le plan technique, car nous sommes agréés par le ministère des Affaires étrangères. Donc il faut faire les choses de manière très professionnelle. Et notre rôle à nous ici en France et dans nos pays européens, ça va être de recruter des jeunes et de les former pour les envoyer. Alors justement, on va découvrir tout de suite l'un des domaines d'action de Fidesco, vous en parliez, la santé, avec le témoignage de 2 médecins volontaires dans un hôpital africain. Je suis médecin et donc je suis en coopération ici en Guinée-Conakry depuis maintenant 16 mois. Nous sommes immergés pendant 2 ans dans une culture totalement différente de la nôtre. Bon, c'est très enrichissant mais très exigeant à la fois. Parce que nous devons apprendre les coutumes des gens, comprendre leurs comportements qui parfois nous choquent. Donc ça nous demande vraiment de chaque fois nous remettre en question. Je suis brésilienne, je suis médecin pédiatre. Je suis en Guinée depuis 4 mois. Ma mission va être d'abord ça, la valorisation de l'enfant. Dans les pays pauvres, si un enfant mourt, c'est pas grave, il y a un autre qui va venir. Ça nous donne l'impression qu'il y a une certaine banalisation de la vie d'un enfant. Il faut vraiment un travail pour valoriser, pour retrouver la dignité de cet enfant, et même dans le service, je pense. Je vais durer ici un peu, hein. Par exemple, si tu viens le matin comme ça, tu peux durer jusqu'à 10h, 11h. Il y a beaucoup de nombreux ici. Tout le monde veut venir ici. Ici, il y a un bon travail ici. Les gens connaissent beaucoup Saint-Gabriel, même très loin de Conakry. Il y a une grande réputation. D'abord, en raison des prix, je pense. Nos prix sont très bas pour permettre l'accès aux plus pauvres. Ils savent que leur prix sera fixe, qu'on ne va pas leur demander de l'argent en plus, que le travail sera de qualité. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des coopérants sur place qui puissent aider les Guinéens, parce que finalement, ce sont les Guinéens qui font les consultations la plupart du temps. Nous sommes là pour apporter un appui, mais surtout de veiller à la qualité. Donc d'améliorer par des formations, bien par un contrôle également de ce qui est fait. L'accueil enfant, la causerie, la consultation, ce sont des choses qui ont été mises en place à fur et à mesure. Ça, je trouve très intéressant. Donc, c'est le travail d'un coopérant, plus l'autre qui vient après, et plus d'autres, la façon différente de voir les problèmes. Donc, c'est toujours complémentaire. Et c'est l'addition de tout ça que ça donne ce qu'on a aujourd'hui. C'est génial. 79 80 Jean Robin, comment s'exprime votre identité catholique sur le terrain? C'est une vraie bonne question. Donc, on a vu ces images, des compétences techniques. Tout à fait. Donc en fait, nous sommes appelés par une église. C'est l'église catholique qui appelle des volontaires Fidesco. Et donc, notre objectif, c'est de servir vraiment les plus pauvres. Et comme vous l'avez vu, cet hôpital, ce dispensaire, moi je l'ai visité récemment, c'était un projet Fidesco par ailleurs, à la demande de Monseigneur Sarah, l'archevêque de Conakry, ne soigne que des gens qui n'ont pas accès à la médecine. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller à l'hôpital normal, ils n'ont pas les moyens. Bon. Et pour autant, 90% des gens qui sont soignés ici sont des non-catholiques, sont des musulmans pour la plupart. Donc je crois que notre expression catholique, notre vision chrétienne du développement, elle consiste d'abord à aimer les gens. À aimer les gens comme le faisait Mère Teresa ou Sœur Emmanuel, ou plein d'autres grands témoins, sans distinction de race, de culture et de religion, aimer les gens et les servir. Et puis ensuite, bien sûr, si on peut témoigner de sa foi, si on peut être amené à dire pourquoi nous le faisons, comment nous le faisons, c'est très bien. Mais parfois, nous intervenons dans des pays où il est très difficile d'expliciter sa foi. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'aimer les gens et de les servir. Donc vous ne demandez pas systématiquement de parler de Dieu à vos volontaires? Non, il n'est pas question de faire du prosélytisme. Il est question d'aimer les gens, de les respecter profondément dans ce qu'ils sont, et de le faire grâce à sa foi, en tirant ces ressources-là aussi dans la vie de prière et dans la vie sacramentelle. C'est quoi en fait la mission d'un laïc chrétien? On connaît le rôle des missionnaires, des religieux, mais alors le couple, le célibataire qui part avec Fidesco, quelle est la spécificité chrétienne de sa mission? Moi je pense qu'elle s'exerce d'abord dans le champ professionnel, c'est-à-dire que moi j'ai envie de dire que je préfère d'abord voir quelqu'un de compétent, professionnellement, un bon médecin capable de soigner les gens, de les écouter, de les aimer,
Ça, c'est le premier travail qu'on lui demande, c'est la première compétence qu'on lui demande. Et alors ensuite, la dimension chrétienne apporte une chose totalement différente, c'est qu'elle nous permet de voir les choses de manière différente, elle nous permet d'appréhender les peuples de manière différente. On n'est pas là pour faire de la rentabilité, on va plutôt parler de fécondité. On n'est pas là pour dire aux gens voilà comment il faut faire, on va plutôt apprendre à écouter les gens, on va plutôt apprendre à se mettre à leur service. Et puis finalement, c'est aimer l'homme et tout l'homme, pas seulement l'homme économique, pas seulement l'homme social, mais aussi l'homme spirituel qui a cette recherche au fond de lui-même, de cette soif de Dieu, et finalement, auquel on peut contribuer, on peut apporter une réponse en aimant les gens et parfois en répondant directement. Parce que bien sûr, les volontaires, en rentrant de leur boulot, peuvent aller dans des groupes de prière, dans la paroisse, participer à la mission universelle de l'Église, qui est celle d'annoncer l'amour de Jésus-Christ. Aymeric, pour vous, quelle était la démarche chrétienne dans ce projet? Enfin, ça faisait partie de vos motivations? Oui, bien sûr. On est parti avec Fidesco pour ça, parce qu'il y avait cette dimension chrétienne. Et sur place, le père Aymeric, qui dirigeait le foyer dans lequel on travaillait, nous a demandé de témoigner de notre foi. C'était une deuxième dimension de notre mission. Donc il nous a demandé de témoigner de notre foi et de témoigner de notre vie de ménage, notre choix auprès des jeunes, notre choix dans le mariage, dans la fidélité. Voilà, donc, concrètement, témoigner comment? Donc auprès des jeunes qui étaient dans le foyer, on faisait des petits témoignages, des conférences sur les fiançailles, sur le mariage, sur la petite expérience qu'on avait, mais la démarche qu'on faisait, et cette démarche de foi. Donc c'était une dimension très importante de la dimension spirituelle dans notre mission. Isa, on vous posait des questions sur votre foi sur place? Alors, on ne nous posait pas particulièrement de questions, mais on participait à la vie vraiment spirituelle du foyer, puisqu'on nous proposait la messe tous les jours. On avait un petit groupe de prière, une adoration chaque semaine. Donc, vraiment, les gens nous voyaient. Voilà, c'était tout à fait visible. Et il y avait une autre dimension du témoignage qui n'était pas tellement d'en parler, mais c'était plus l'idée de témoignage de vie chrétienne, c'est-à-dire... Il y a très peu de couples fidèles là-bas. Il y a très peu de couples qui restent mariés très longtemps s'ils se marient, et très peu se marient. Et donc pour le père, d'avoir la possibilité qu'un couple se montre ensemble, fidèles dans le mariage, qu'on affiche notre amour et notre fidélité. C'était une dimension de la mission qui était très importante pour le père et qui l'est du coup devenue pour nous. D'accord. Dominique, David, Jean-Robin l'évoquait tout à l'heure, comment on initie les projets sur le terrain? Eh bien, ça c'est la vraie question du correspondant de pays et de Fidesco. En fait, on rencontre des gens, ça se fait beaucoup par relation. C'est-à-dire que les premiers, je ne sais pas comment ils ont fait il y a 30 ans, mais aujourd'hui, on connaît beaucoup d'interlocuteurs sur le terrain, on les visite, ils nous font part de leurs projets. Vous savez, on rencontre des gens merveilleux, des gens hyper dynamiques. Enfin, je pense à un curé d'une paroisse éloignée du centre de Nairobi. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas un curé d'un village de France, hein. C'est vraiment un chef d'entreprise. On lui a donné un grand territoire de au moins 50 km² il y a 5 ans. Il a 5 églises en construction, une école, et donc là, il a forcément des besoins. C'est eux qui sont demandeurs, en fait. Ah ben, ils sont hyper demandeurs. Et si vous voulez, celui auquel je fais allusion, il est même venu à Paris pour nous rencontrer. Hein, et il a créé une école. Alors, il y avait déjà les 3 classes d'école maternelle qu'on a visitées l'an passé. Et là, cette année, il ouvrait 2 classes d'école primaire pour lesquelles on envoyait 2 volontaires qui devenaient les institutrices de ces classes d'école primaire. Alors, comment vous travaillez avec les églises locales? Avec les églises locales, eh bien, là c'est typiquement l'église locale, puisque c'est le curé de la paroisse. Hein, et en voyant le curé de la paroisse, on a vu aussi le vicaire épiscopal qui lui rendait visite. Et on a aussi fait une visite, plusieurs visites à l'évêque lui-même. Hein, on se fait connaître. Et cette année, dans notre dernière mission, on a été rencontrer le nonce apostolique qui nous a fait un accueil absolument merveilleux. Isa et Aymeric, vous avez donc travaillé dans un orphelinat à Madagascar pendant 1 an et demi. C'était quoi votre mission exactement? Alors en fait, le foyer dans lequel on travaillait accueillait à peu près 700 personnes. Donc pas tous des orphelins, des handicapés, des malnutris, des tuberculeux, des orphelins. Et ce foyer avait une double vocation, à la fois humanitaire pour les cas d'urgence, et puis de développement. Donc il y avait des écoles, il y avait une ferme, il y avait beaucoup d'activités. Et donc, moi, je m'occupais de la gestion de ce foyer. On voit quelques images, là. Voilà, donc moi, je m'occupais de la gestion du foyer au niveau professionnel. C'était ma mission, de la comptabilité, de trouver des bailleurs de fonds,
d'acheter tout ce qu'il faut. C'était 10 tonnes de riz par mois. Voilà, c'était quand même une grosse logistique. On vous voit danser. Et puis, voilà. Et puis, c'était... Alors ça, c'est la partie professionnelle, c'est pour ça qu'on part. Mais dans ce cadre-là, bah, effectivement, on passe beaucoup de temps avec les enfants, avec les jeunes. On s'y attache énormément. Et ils sont demandeurs aussi de ça. Donc Isor, elle, bah, on le voit sur les images, là, effectivement, Isor, elle passait aussi beaucoup de temps avec les enfants. Et alors, moi, j'ai pas été envoyée pour travailler dans le foyer, mais pour travailler dans un collège malgache tenu par des filles de la Charité, qui était à quelques kilomètres du foyer, donc dans le village. Et j'étais professeure de français, donc j'avais 4 classes de 5e et 3, enfin 2 classes de 5e, 2 classes de 3e, et je m'occupais aussi de la bibliothèque. Alors là, c'était la découverte, non, parce que vous n'étiez pas prof à l'origine. Découverte. J'étais pas du tout prof à l'origine. J'avais fait du soutien scolaire auprès de jeunes collégiens pour me faire un petit peu d'argent pendant mes études, mais c'était pas ma formation initiale. Alors je me suis un peu formée avant de partir, notamment à la pédagogie, mais sinon en arrivant effectivement c'était la découverte. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de choses qui restaient des anciens coopérants qui avaient préparé qui avait vraiment laissé énormément de traces en termes de cours, d'exercices et même de pédagogie. Donc ça, c'était vraiment très utile. Et après, la bibliothèque, c'était les emprunts des livres, faire de l'animation, essayer d'apprendre le français différemment qu'en cours. Voilà. Et l'autre aspect, effectivement, qui était plus au foyer, c'était de l'éveil aux tout-petits, du soutien scolaire dans le foyer auprès des jeunes. Et vous avez été bien accueilli par les enfants, on peut le voir sur les images. Comment ça s'est passé, la relation aux enfants? Ça s'est très bien passé. En fait, les enfants n'avaient pas l'habitude d'avoir de la tendresse. Souvent, ils ont perdu leurs parents. Ou s'ils ont des parents, la tendresse n'est pas la caractéristique principale chez les Malgaches. Donc, et Isor est très tendre. Et donc, Isor les a un peu apprivoisés au fur et à mesure. Et voilà, effectivement, au bout de quelques mois, on avait les petits bouts de chou qui arrivaient devant la maison, qui attendaient un petit baiser de Madame Isor en revenant de l'école. Et voilà, et du coup, ils étaient demandeurs et ça a créé une relation très forte avec les enfants. Et c'est ce qu'on retient de notre mission, finalement. Oui, qu'est-ce qui vous a marqué, là, ça fait 2 ans que vous êtes rentré, qu'est-ce qui vous reste en tête de cette expérience là-bas? Alors, il y a plusieurs choses assez différentes. D'abord, effectivement, cette relation avec les enfants qu'on a pu avoir, qui était vraiment, on s'est senti père et mère avant même d'avoir des enfants à nous. C'était initiatique. Initiatique, un petit peu. Mais vraiment, de voir en ces enfants, non pas le petit orphelin, le petit handicapé qui était à Tanzuma, mais vraiment, des enfants comme les autres, à qui on pouvait donner de l'amour, du temps. Et la deuxième chose, et ça a été vraiment une surprise pour nous, c'est qu'en fait, Tanzuma, donc le foyer où nous étions, était un lieu de passage d'Européens qui venaient soit pour aider, donc en tant que kiné, bénévole en tout genre. Et donc, voilà, au long de l'année, on a eu beaucoup de passages et beaucoup de non-chrétiens. Et pour nous, ça a été vraiment une richesse énorme. Ça a été des rencontres assez extraordinaires, notamment des personnes qu'on continue à voir régulièrement, qui sont devenues des amis, des vrais amis. Et je crois que ce qui nous reste aujourd'hui de ça, c'est cette capacité d'ouverture aux autres, d'écoute, de partage, de pouvoir partager avec des gens qui sont d'univers totalement différents. Je crois que c'est l'une des plus belles leçons de notre mission. Et puis il y a aussi un aspect, c'est on a réalisé que le développement était beaucoup plus efficace quand il était dans un cadre chrétien, ce que disait Jean tout à l'heure. Pourquoi ? Dans le cadre de valeurs chrétiennes. C'est-à-dire que pourquoi ça ? C'est dans une logique de don. On va donner aux autres. Et puis avec les valeurs chrétiennes, les valeurs universelles, on va dire de morale, c'est très important dans ces pays-là. D'amour de l'autre, où on ne juge pas. Et on s'est rendu compte de l'efficacité de ces missions quand elles sont dans le cadre de l'Église. En tout cas, nous, de ce qu'on a vu, c'est des missions qui sont très très efficaces. Est-ce qu'il y avait des coopérants non chrétiens à vos côtés ? Alors, dans le village où nous étions, il y avait des coopérants d'une autre ONG qui n'étaient pas chrétiens, et notamment le mari de la coopérante était musulman. Et on est devenus amis, vraiment, on a réussi à partager, on a trouvé des points communs dans nos missions, des très grandes différences pour beaucoup de choses, mais comme des points par communs exemple aussi. Alors, les points communs, c'était
vraiment le désir de donner, le désir d'aider. Les différences, je pense que c'était la façon de mettre en œuvre les missions, c'est-à-dire de vouloir en permanence créer des missions. C'est-à-dire on découvre un besoin, on va tout de suite essayer de créer une mission. Alors que l'approche Fidesco. Fidesco, l'approche, c'est les personnes sur place ont un besoin qu'ils expriment, et à ce moment-là, une compétence va se mettre à ce service-là. Et souvent, enfin, on est resté qu'un an et demi, mais on s'est rendu compte que des missions créées un peu dans la passion et dans la précipitation, soit ne correspondaient pas à un besoin réel, mais correspondaient à un besoin que nous, coopérants, donc européens, imaginions. Et donc, c'était pas des missions pérennes, c'était des choses à la fin, au départ du coopérant. C'était une mission qui ne marchait plus. La force de Fidesco, en fait, là-dessus, c'est de s'appuyer sur des missions d'église. Et en fait, l'église est là depuis très longtemps. Nous, c'est un foyer qui a été créé il y a 20 ans. Donc, il n'y a pas toujours eu des coopérants Fidesco, mais c'est un foyer qui a été créé il y a 20 ans et l'église est présente, les prêtres qui étaient là depuis 40 ans. Donc, on s'appuie sur des gens qui connaissent bien le pays, qui le connaissent depuis longtemps et sur une action vraiment à long terme. Ça fait écho, Dominique David, à votre mission sur le terrain? Ah mais complètement. C'est-à-dire que on répond à un vrai besoin exprimé. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est presque une démarche commerciale. C'est-à-dire que le partenaire qu'on a là-bas, lui, son besoin, il est immédiat. Et déjà, nous, on va y répondre que dans un délai relativement long. Et donc, ça, c'est une première chose qui est une occasion de tension constructive avec Combien de temps entre la demande locale et vous, disons, la mise en œuvre? Au mieux, quand on part de zéro, c'est-à-dire on découvre quelqu'un et dire bah, j'ai un besoin, il n'aura pas quelqu'un avant 9 mois de là. C'est-à-dire qu'il faut attendre la promotion Fidesco, il faut espérer que dedans il va y avoir un jeune ou un couple qui répond à la compétence demandée. Alors les compétences, elles ne sont pas très très multiples, mais tout de même, par exemple, on nous a demandé quelqu'un pour un architecte. Eh bien, pour avoir un architecte, ça ne s'invente pas, un architecte. Et donc, il faut voir si dans la promotion, il y en aura un. Et donc, c'est pour ça qu'on a une relation qui est vraiment au fil des années avec nos partenaires et une confiance qui s'installe. Alors, c'est super sympa parce que, par exemple, un de nos partenaires, il est venu à Paris, on l'a reçu chez nous, on lui a fait boire du Chablis, il s'en souvient encore 3 ans après. C'est important, vous n'êtes pas des urgentistes. Hein. Non, c'est vraiment la différence entre l'action humanitaire et le développement durable. L'action humanitaire est indispensable. Hein. Quand il y a un tsunami qui arrive, quand il y a un tremblement de terre, il faut faire des containers de toiles de tente, de médicaments. Et les meilleurs du monde, moi je sais pas, c'est Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Action contre la faim. Ils sont très efficaces, ils ont une logistique fabuleuse, ils peuvent mobiliser un Boeing 747 en 2 jours. Oui. Nous, on ne sait pas faire. Moi, à la fin du tsunami qui a eu en Indonésie, on a reçu beaucoup de dons en Fidesco qu'on a renvoyés sur d'autres ONG parce qu'on ne sait pas faire. En revanche, nous, on arrive après. C'est-à-dire qu'on va pouvoir reconstruire une coopérative, aider un partenaire à remettre en place une école, en envoyant des gestionnaires, un architecte, c'est notre travail. Alors, on va s'intéresser tout de suite à un autre couple qui vient tout juste de partir en mission pour Fidesco. Charlotte et Gatien ont 28 et 27 ans. Ils sont les parents d'un petit Mathéo, 18 mois. Tous trois ont pris la direction de l'Amérique centrale. Jean-Guillaume Charrier les a rencontrés quelques semaines avant leur départ. C'était à Versailles. On regarde. Versailles, sa place d'armes et son château en pleine rénovation, prêt pour une nouvelle vie. Une nouvelle vie, c'est ce qui attend Charlotte et Gatien, ce couple de Versaillais dans les starting blocks, direction l'Amérique centrale. Donc c'est bientôt le départ, c'est pour où et c'est pour quand? Alors le départ, normalement, c'est pour le 2 mars. Il nous reste plus que les visas et les billets d'avion à prendre pour un petit pays d'Amérique centrale qui se trouve là, qui s'appelle le Nicaragua, entre le Honduras et le Costa Rica. Voilà, et nous on sera exactement à Granada, qui est la 3e ville du pays et qui est à peu près à 50 km de la capitale Managua. Charlotte a terminé ses études de psychologie et a mis au monde un petit garçon, Mathéo, 18 mois aujourd'hui. Bien qu'épanouis après 4 ans de mariage, Charlotte et Gatien sentent qu'ils sont à un carrefour de leur existence et souhaitent se donner un nouveau projet de vie, tourner encore plus vers les autres. À la base, c'est pas tellement un désir d'aventure, c'est vraiment un désir de donner un autre sens à notre vie. Et le premier sens vraiment du fait qu'on parte, c'est qu'on a eu la chance, mon mari et moi, de vivre en France, de pouvoir faire des études. Et on s'est dit, ben voilà, c'est un peu cette coopération un peu nord-sud, ben voilà, eux, c'est un pays pauvre, n'ont pas la chance que nous, on a eu de naître en France. Donc voilà, on va leur transmettre un peu nos compétences, on va partager ce que nous, on sait
Donc, il y avait déjà vraiment cette idée de, voilà, de partage de compétences professionnelles qu'on avait acquis pendant ces années. On dit qu'on veut mettre le Seigneur dans nos valises, c'est un peu ça. 24 mois au Nicaragua se profilent de l'autre côté de l'Atlantique. Charlotte s'occupera de jeunes toxicomanes ou alcooliques en difficulté. Un saut dans l'inconnu, mais une décision rapidement prise, presque comme une réponse à un appel. Ça a été très vite, mais je pense pas que c'était un coup de tête, quoi. Parce que c'est pas de l'insouciance, on a vraiment le sentiment que c'était une évidence qu'il fallait qu'on parte. Donc c'est arrivé en fait un lundi, j'en ai parlé à mon mari, et le lundi soir, mardi soir, c'était décidé. Le mari, c'est donc Gatien, ébéniste de profession en plein cœur de Paris. Pour le jeune père de famille, le moment d'un nouveau départ s'est imposé naturellement. Sa motivation, changer de culture tout en apportant aux autres son savoir-faire précieux. Concrètement, moi je vais travailler dans un institut de formation professionnelle, qui est donc un institut national, et en tant qu'ébéniste, et pour reprendre un atelier donc de pratique. A priori, ce sera plus je vais donner des cours, mais de pratique, moins de théorie, et donner des cours de pratique et remonter un peu un atelier d'ébénisterie menuiserie qui serait apparemment un peu à l'abandon. Un métier noble au service d'une cause noble. Un engagement humain et spirituel, mais surtout un énorme défi. La langue est un des gros challenges, parce qu'on ne parlait pas un mot d'espagnol, ni Charlotte ni moi. Donc on travaille dur, mais on n'est absolument pas au niveau. Quitter la famille, non, c'est loin d'être un stress. Au contraire, on sait que les gens, on va les retrouver, peut-être même mieux, et que 2 ans, ça va excessivement vite. Donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude. On sait que malheureusement, peut-être on retrouvera tout le monde comme on les a laissés en partant. L'expérience sonne comme une promesse de bouleversement dans la vie du couple. Une expérience riche aussi pour Mathéo, qui en plus de faire ses premiers pas au Nicaragua, pourrait bien revenir bilingue. Alors Émeric, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir avec Fidesco? Ça c'est alors le souhait de partir s'inscrivait pas au début avec Fidesco. On souhaitait partir, ça faisait partie de notre projet de vie, notre début de projet de vie commune. On s'est mariés 1 mois avant de partir. Donc voyage de noces, hein. Voilà. On a fait un, d'accord. Un vrai. Mais donc voilà, ça s'inscrivait vraiment dans notre projet de vie. On souhaitait commencer notre vie de ménage différemment. Ça, c'est venu de quoi? Tous les deux, vous aviez cette même impulsion, ce désir de démarrer votre vie de couple comme ça? On connaissait un certain nombre de personnes, d'amis, qui sont partis avec des ONG très différentes et qui sont revenus avec le feu sacré en eux, quoi. Donc on s'est dit, c'est une expérience super, c'est un socle sur lequel on va pouvoir commencer notre vie. Voilà, on voulait un bon socle solide, donc on a souhaité partir. Et le choix de Fidesco? Alors le choix de Fidesco, en fait, on s'est renseigné, c'était un choix, enfin, on voulait partir dans le cadre de notre foi. Donc on a cherché, il existe plusieurs organisations catholiques, donc on s'est renseigné auprès d'elles. Et en fait, ce qui nous rebutait au début chez Fidesco, c'est finalement ce qui nous a décidé à partir avec Fidesco. C'était quoi? C'était en particulier le fait que l'émission était prévue pour 2 ans. On trouvait ça un peu long. Et en fait, en rencontrant d'anciens coopérants, on s'est rendu compte qu'il faut quand même du temps pour être efficace. Et on s'est rendu compte qu'en fait 2 ans, c'est pas tant que ça finalement. Et pour apprendre la langue, parce que Madagascar, le malgache, moi je parlais pas très bien, mais les autres parlaient mieux. On a un peu sur le tas. On a essayé de prendre des cours, mais en fait... vous ne parliez pas en partant? On ne parlait pas du un tout, mot. Vous n'aviez pas pris de cours ici? Non, on n'a pas tellement pris le temps. Et de toute façon, je pense pas qu'on aurait trouvé de professeur, parce que c'est difficile de trouver des gens pour enseigner le malgache. On nous avait conseillé une méthode par cassette, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas trop lancé dedans. Et donc on a appris vraiment un peu, voilà. Et vous parlez malgache maintenant? Quel, un peu. Très bien. On se faisait comprendre. Voilà, on arrivait à se faire comprendre, on arrivait à comprendre. Donc on parlait un courant, un malgache courant un peu grossier, mais voilà, on se débrouillait. Le Seigneur dans les valises, nous dit Charlotte dans ce reportage, ça vous parle? Je crois que c'est ça, oui. On conçoit pas il n'y a pas de parti, quoi. C'est-à-dire ça va ensemble. Notre démarche de mission, elle est intimement liée avec notre foi. Il y a des missions qui sont très bien sans avoir la foi. Mais nous, en tout cas personnellement, c'était vraiment dans cette logique-là. On ne pouvait pas
on ne pouvait pas laisser le Seigneur en France, quoi. C'était pas possible. Et ça a été une chance, ça a été un soutien pour nous, parfois, dans des petits moments de blues. Hein. En 1 an et demi, qu'on soit en France ou à Madagascar, on a des petits moments de blues. Donc ça a été un soutien. Ça a été, on a reçu énormément aussi à ce niveau-là, parce que Madagascar est un pays très pratiquant. Donc on a eu des témoignages extraordinaires dès le plus jeune âge d'enfants qui ont une foi renversante. Donc oui, ça a fait partie de notre mission. Et finalement, on part pour une raison professionnelle. Mais quand on revient, ce qu'on retient, c'est pas forcément ce qu'on a fait. C'est beaucoup ce qu'on a reçu, les regards, les échanges. C'est une expérience humaine et spirituelle. On part pour être professionnel, mais on revient avec une grande expérience humaine. Jean Robin, qui sont les candidats Fidesco aujourd'hui? Qui vient vous voir? Alors, beaucoup de gens, on reçoit à peu près 500 CV par an, donc il faut quand même travailler pour valider, dépouiller. Vous en envoyez combien par an? Cette année, peut-être 80. L'année dernière, 73. Là, ça monte un petit peu. Donc il y a une sélection à faire. Voilà, à peu près. Il faut absolument travailler avec les gens pour voir si c'est le bon moment. D'ailleurs, il faut savoir que le premier renseignement que nous donnons au premier week-end s'intitule « Les raisons de partir et les raisons de ne pas partir ». Donc, il y en a aussi. Parce que voilà, il y a aussi le mythe, enfin je le respecte ce mythe, mais quelque part il peut être un petit peu irréaliste, c'est celui de transporter des sacs de riz sur les plages du Sri Lanka comme Bernard Kouchner. Il a fait un excellent travail, c'est pas le problème, mais la réalité c'est pas seulement ça, il faut faire tomber les illusions pour atterrir sur la problématique du développement en fait. Il y a des personnes qui... Comment vous faites la sélection? Est-ce qu'il y a des gens que vous estimez pas prêts à partir ou comment ça se passe? Ça se fait assez naturellement. Parce que dès que les gens arrivent au premier week-end, on organise des week-ends dans toute la France et également à Paris, et bien dès qu'ils ont entendu les témoignages comme Émeric et Isor, dès qu'ils ont entendu cet enseignement-là, déjà certaines personnes se disent « Bon, c'est pas la bonne fenêtre de tir pour moi, c'est pas le bon moment ». Puis parfois, nous, on leur dit... Parce qu'ils passent en entretien, ils voient un psychologue. On leur dit, tu vois là, compte tenu de ton chemin, là où tu en es, c'est peut-être pas le bon moment pour toi. Donc, naturellement, 30 à 40% des gens reportent leur départ et reviennent nous voir plus tard, souvent. Et puis enfin, il va rester 120, 130, 140 personnes qui vont vraiment être intéressés, qui vont vraiment sentir que c'est le moment pour eux. Et nous, on valide aussi cela. Et à partir du moment où Fidesco a dit, OK, nous, on garde votre candidature, on pense, eu égard à notre expérience, que c'est le bon moment. Si eux disent « Ok, nous aussi on marche », alors là, rentrent en jeu les correspondants de pays qui vont nous proposer leur poste pour qu'on puisse affecter les candidats. Alors, comment sont réparties les missions ? On est sur tout le monde entier, hein. On n'a pas une spécificité géographique, donc l'Amérique du Sud, l'Asie, bien sûr l'Afrique, le Moyen-Orient et même l'Amérique du Nord, puisque nous avons des volontaires aux États-Unis. Donc, comme le dit Dominique, hein, il ne s'agit pas de prendre une carte et de dire « bon, j'en veux 4 ici et 3 là ». Il s'agit de répondre aux besoins. Or, il y a une spécificité à Fidesco, c'est que nous n'envoyons jamais les gens seuls. Donc, un couple va partir avec un autre couple ou un célibataire, plusieurs célibataires ensemble. Donc il va falloir faire des binômes, des trinômes de gens selon leurs compétences et leur CV en fonction des besoins des partenaires. Et ça, c'est un très très gros travail. C'est pas évident du tout de dire, bon, lui il a besoin d'un médecin, mais à côté on a besoin d'une sage-femme, oui mais alors il faut envoyer un ébéniste, et ça tombe bien, c'est à peu près dans la même ville, ça pourrait être le Nicaragua. Et après, on va le proposer au candidat. Donc, c'est tout un travail d'agencement qui prend 5 à 6 mois pour nous. Et alors, les âges de départ, parce que ça commence à partir de quel âge on peut postuler? Eh bien, les gens sont de plus en plus âgés, en fait. Oui. Ce sont souvent des gens 24-25 ans qui ont fini leurs études pour la plupart et qui ont déjà travaillé. Et vous savez que Fidesco est l'une des rares ONG françaises qui envoie des couples et des familles avec des enfants. Donc nous avons, à l'heure où je vous parle, plus de 30 familles sur le terrain, avec jusqu'à 5 enfants. Alors c'est assez exceptionnel, 5 enfants, on est d'accord, mais on a assez souvent des familles avec 2 enfants, 3 enfants. Ça doit être assez compliqué d'ailleurs. Oui, et pourquoi? Parce que ça coûte cher, il faut assurer tout le monde, il faut trouver les écoles. Mais il faut savoir qu'un partenaire du Kenya, quand il veut une famille pour être prof de gestion, il préfère avoir une personne de 30 ans qui a déjà fait ses preuves, qui est déjà bien stable. Et la personne de 30 ans, souvent, elle est mariée, elle a une famille. Donc il faut que nous, on se mette en cap pour trouver les ressources pour les envoyer. Et je peux ajouter que le fait qu'ils viennent en famille est un témoignage très très fort et qui est attendu par nos partenaires, particulièrement au Kenya. Tu te souviens, Jean, on avait posé la question, mais pourquoi vous demandez Fidesco? Et il dit, mais parce que c'est extraordinaire pour nous d'avoir des gens d'un pays européen riche et développé qui viennent servir et qui donnent
témoignage de vie. Quelles étaient vos compétences tous les deux avant de partir? Ce que vous avez fait, est-ce que ça correspondait d'une manière ou d'une autre à ce que vous aviez fait d'un point de vue professionnel en France? Moi, j'ai une formation d'ingénieur en bâtiment et bon, j'ai pas fait de bâtiment. J'ai fait de la gestion. En fait, la mission, ça dépend des missions. Moi, ma mission était assez large, donc je faisais ce que je savais faire. C'est un peu de gestion, un peu de comptabilité. Je savais conduire une voiture, donc je pouvais amener des malades à l'hôpital. Ça peut passer par toutes sortes de petites choses. Donc, mais ça correspondait quand même à une formation initiale globale de gestion que j'avais eue. Oui. Et Isor, vous, donc vous étiez Alors moi, non. Moi, j'avais fait du droit pas très brillamment avant de partir. Et donc, non, c'était plus, je parle plus de talent. J'ai mis mes talents au service de la mission plus que mes compétences professionnelles. Alors, vous parliez de cette période de 6-9 mois. Comment est-ce que ces futurs coopérants sont formés au départ? Qu'est-ce qui se passe concrètement pour les préparer? La formation, c'est un temps très important. Ça dure chez nous presque une année, à base de week-end et de sessions d'une semaine. Alors, il y a 3 types de formations. Il y a une formation administrative. Je commence par la peut-être moins intéressante, c'est-à-dire partir comme volontaire de solidarité internationale. C'est une loi française qui répond à des exigences, des critères. Il y a les vaccinations, il y a les visas, il y a la politique du pays qui vous accueille, enfin, etc. Bon. Ensuite, il y a une formation humaine qui est très forte. La formation humaine, ça va être la communication non violente. Ça va être comment vivre ensemble. Ça va être l'analyse transactionnelle avec mieux se connaître pour mieux servir. Parce que quand on est sur le terrain, on n'est plus entouré de papa, maman, des copains, des copines, des amis. On aime à dire chez nous, on n'a plus notre environnement psycho-affectif. Et là, on abat les masques. Il n'y a plus de masques. On se retrouve dans un pays où on va faire du palu, peut-être. On va peut-être perdre du poids. Moi, ça m'est arrivé en Côte d'Ivoire, parce que nous étions volontaires aussi. On va avoir des coups de blues, comme l'a dit Émeric. Et à un moment donné, il va falloir faire appel à nos ressources. Et vraiment, on est en face de nous-mêmes. Donc, il va falloir préparer ces jeunes à affronter la réalité d'eux-mêmes. Et donc, de découvrir, qui suis-je finalement? Où est-ce que j'en suis dans mon propre chemin? Donc, nous faisons intervenir des psychologues, des professeurs, des gens spécialisés en formation et en accompagnement de relations humaines. Et puis, bien sûr, il y a une formation plus technique sur le développement durable, sur les causes du sous-développement, pourquoi la planète va pas si bien que ça, quelles sont les différentes approches, les différentes analyses. Et à la fin de tout ça, que fait l'Église? Que dit l'Église et que fait l'Église? Et nous partons des textes du Saint-Père, bien sûr, Popularum Progressio, mais nous avons longuement commenté la première encyclique de Benoît XVI, Dieu est amour, qui est absolument remarquable. La deuxième partie de cette encyclique parle, moi je l'ai lu plusieurs fois, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est Fidesco. Et vous parlez aussi de la culture du pays? Oui, bien sûr. Les grandes religions, les grands enjeux géopolitiques. Et enfin, il y a une formation spirituelle, avec temps de prière ensemble, l'Eucharistie, des témoignages de grands témoins, des grands chrétiens qui viennent nous parler. Sœur Emmanuel, Mère Teresa, il n'est plus là, mais elle est venue. Sœur Emmanuel a été une de nos marraines. Et l'année dernière, c'était le Père Carme, qui était le parrain de la promotion. Isor et Émeric, pourquoi êtes-vous parti à l'autre bout du monde pour aider votre prochain? Vous auriez pu le faire ici, en France. Bon, déjà, il y a un aspect qui est évident quand on part en mission, c'est l'aspect aventure, quoi. La personne qu'on a vue qui vient de partir disait que c'est pas la première raison, mais c'est une des raisons, c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas aidé? Moi, je crois que moi, j'en étais pas capable, peut-être. Quelque chose qui me reste beaucoup de ces 2 ans, de cette année et demie, c'est que je pense qu'en partant, j'avais un peu peur de l'autre, j'avais un peu peur de la différence, j'avais un peu peur de la pauvreté. Et donc, je l'ai découverte, là-bas, plus facilement parce qu'elle est moins taboue, elle est moins cachée. Et puis elle est heureuse, c'est-à-dire tous les gens sont souriants, etc. Donc c'est plus facile à appréhender. Et moi je reviens avec cette force-là, j'en ai plus peur. Et donc voilà. Et puis je pense que moi c'est une des raisons pour lesquelles je voulais partir. Je pense que j'en aurais pas été capable en France. Isor, même constat, même raison ou un peu différent? Même à peu près même constat. Il y a aussi l'idée de quitter nos habitudes, de quitter nos familles, de quitter nos amis, et donc d'être un petit peu perdu finalement. Et voilà, et d'utiliser ce côté un peu je ne sais pas trop où je suis, c'est un pays que je ne connais pas, pour vraiment se mettre au service à 300%. Parce qu'on part aussi pour ça, pour pas garder de réserve. Et c'est vrai que je pense, même si on avait ce genre de démarche en restant en France,
on n'aurait évidemment pas donné autant parce qu'on aurait été pris par nos familles, nos amis, nos soirées. Dominique, David, alors vous intervenez dans l'attribution des missions pour dire ce profil-là, oui, ça c'est bien dans tel pays. Et comment ça se passe à ce niveau-là pour vous? Pour nous, on intervient en amont du processus. Mais vous ne voyez pas le candidat lui-même. Au mélange de la grande marmite, là où il y a toutes les demandes de poste et tous les candidats. Vous ne rencontrez pas les candidats? Si, on rencontre les candidats de façon indépendamment de notre mission au Kenya-Tanzanie. On participe, là par exemple la semaine prochaine, il y a une session à Paray-le-Monial. Et donc là, on va rencontrer des candidats en entretien individuel. Et ces entretiens, on a un thème général. Et puis, c'est des entretiens sérieux, tout de même, ça dure une bonne demi-heure. Où ils peuvent poser leurs questions. On peut leur poser nous-mêmes des questions et rendre leur projet toujours plus réaliste. Ce qu'on fait, c'est vraiment au service des volontaires. Et donc, c'est les aider dans leur discernement, puisque c'est pour eux une période de discernement. Vous allez ensuite les voir sur place? Alors après, quand ils sont au Kenya ou en Tanzanie, maintenant, puisque ça fait 4 ans qu'on a ce travail, c'est sur des postes qu'on connaît, qu'on a créés, ils sont dans des logements qu'on connaît, et on va les voir, et on leur apporte du Nutella, bien sûr. En ce moment, par exemple, au Kenya, ça se passe pas très bien, on le sait sur le plan... Depuis aujourd'hui, ça a l'air de se passer un peu mieux. Un peu mieux, mais ça fait quelques semaines, quelques mois on a dû que c'est tendu. Comment ça se passe dans ces cas-là? On a dû rapatrier 2 volontaires, mais ça, justement... C'était où? Qui était dans une banlieue de Nairobi, où il y avait un risque sérieux d'émeute. Et donc, ça n'était plus la mission de Fidesco. Donc on a suivi les affaires, alors vraiment au jour le jour, entre le 1er janvier jusqu'à la date de leur rapatriement, qui a dû se faire le 20 ou 25 janvier à peu près. Et surtout, on a été garanti avec le soutien de l'ambassade, c'est-à-dire qu'on a des interlocuteurs à l'ambassade qu'on connaît personnellement, qu'on a vus parce que c'est notre métier, on a appris qu'il y avait des procédures de rapatriement extrêmement bien faites, des points de rassemblement, des choses comme ça, que l'ambassade avait le numéro de téléphone des volontaires. Et donc là aussi, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas de faire, mais la gestion en temps de crise, eh bien maintenant, on sait faire pour nous. Et ces volontaires ne sont pas seuls, jamais. Et ces volontaires ne sont pas seuls, mais déjà, les volontaires, si vous voulez, ils sont avec nos partenaires. Les partenaires, c'est des amis. On n'a pas rapatrié les partenaires, mais on a tout de même rapatrié les volontaires. On a bénéficié de différentes aides à Nairobi, et je pense que maintenant, elles sont reparties pour une autre mission. C'est bien dommage pour nos partenaires, mais on ne pouvait pas faire autrement. Et Jean-Robin, ces volontaires, alors, est-ce qu'ils ont le choix de la destination? Alors, on va dire non et oui et non, selon ce qu'on veut présenter. Donc en fait, nous tenons compte des désirs. Il y a des gens qui arrivent, voilà, je parle très bien l'espagnol, mon rêve c'est d'aller au Pérou, s'il vous plaît ne m'envoyez pas en Israël. Bon, évidemment, on va essayer de tenir compte des désirs des gens. Mais en revanche, c'est vrai que c'est Fidesco qui affecte, qui organise ces binômes, ces trinômes, et on demande aux volontaires d'avoir un minimum de flexibilité pour accepter la proposition de Fidesco. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, on ne met pas dans le coup les correspondants de pays pour l'affectation. Pourquoi? Parce qu'on le faisait au début, ils se mettaient autour d'une table. Alors Dominique, il ne le faisait pas parce qu'il est très poli, mais d'autres arrivaient en disant « Bon, moi je rentre de tel pays, j'ai besoin d'un tel, un tel, un tel. » Et l'autre disait « Ah non, non, moi je suis en Asie. » Donc c'est l'équipe avec le président qui travaille la question de où on affecte, et ensuite on le fait valider par les correspondants. Alors la question des couples et notamment des familles, comment ça se passe? Parce que ça doit être particulier, notamment avec l'âge des enfants. Oui. Est-ce que c'est toujours bien pour une famille de partir en mission? C'est aux parents de répondre à la question. C'est pas nous qui vont dire c'est bien ou c'est pas bien. En revanche, quand un enfant part avec ses parents en mission Fidesco et qu'il atteint les 13 ans, 14 ans, nous demandons à voir les enfants individuellement pour leur parler. Pourquoi? Parce que du coup, quand ils sont bébés ou qu'ils ont 7-8 ans, ils suivent les parents et ça ne pose pas de problème. Mais quand ils ont dépassé un certain âge, le problème qui se pose, c'est que ça doit devenir aussi leur choix. Ils laissent leurs amis, leurs copains d'école. On a envoyé l'année dernière une famille, il y a 2 ans, ils viennent juste de rentrer, une famille de 5 enfants en Zambie. Eh bien, il a fallu qu'on demande aux enfants, l'aîné avait 16 ans, écoute, tu pars, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça ne va pas être une difficulté pour toi? Pour que la mission des parents ne soit pas, j'ai envie de dire, impactée par le comportement négatif de l'enfant sur le terrain. Donc, c'est pas évident pour nous, mais en fait, ça se passe généralement très bien et c'est une expérience qui marque à vie une famille. Ils ne reviennent plus pareil, ça c'est certain.
Et financièrement, comment ils vivent sur place? Alors, il y a la loi française, hein, nous sommes obligés de les assurer, de leur verser une indemnité, de les loger, de les nourrir. Et nous négocions avec le partenaire s'ils peuvent nous aider. Donc, parfois les partenaires disent, écoutez, je mets $200 par mois sur la table pour leur donner l'indemnité et je leur offre le logement. Et nous, à ce moment-là, on va payer la formation, l'assurance, le billet d'avion, les frais de gestion, très bien. Parfois, il y a des partenaires tellement pauvres qu'ils ne peuvent rien donner. Mais absolument rien, même pas le logement. Donc du coup, Fidesco doit, Dominique, c'est son travail. Moi, je suis allé une fois avec lui en Tanzanie, il a fallu, et au Kenya, il a fallu visiter des logements, il a fallu voir des bailleurs et des propriétaires, voir comment on pouvait s'arranger, etc. Et puis nous, Fidesco, notre travail, ça va être de trouver de l'argent. Nous sommes certes aidés par l'État français, nous sommes agréés par le ministère des Affaires étrangères, donc nous avons une subvention, mais qui ne couvre qu'à peine 30% de nos besoins. Donc il va falloir trouver 70% du budget de Fidesco par des dons et à l'appel à la générosité publique. Voilà. Et alors, vous parliez donc de binômes, hein, les volontaires partent pas seuls. Les célibataires, par exemple, ils sont logés ensemble? Alors, ça dépend des missions. Il y a des pays où ils sont dans la même ville et ils peuvent partager le même bâtiment. En général, c'est assez rarement le cas parce qu'ils ont dans une même ville des missions différentes. Donc, il faut trouver plusieurs logements. Mais en fait, on l'évite en fait. Pourquoi est-ce qu'on l'évite? Parce que si vous rentrez le soir de votre travail et que vous êtes seul dans un petit appartement, même si vous avez un binôme Fidesco à 300 mètres ou à une demi-heure de taxi, bon, vous allez faire la démarche de sortir dans la rue, d'aller rencontrer les gens, d'aller dans les quartiers, d'aller dans la paroisse, d'aller visiter des prisonniers à l'hôpital central, etc., etc. Si vous êtes entre vous, vous allez parler français et non plus la langue du pays. Vous allez vivre votre culture française et ça peut être un frein à l'inculturation locale. Donc nous, on préfère qu'ils soient un petit peu séparés pour qu'ils puissent plonger, mais pas trop loin les uns des autres tout de même. Dominique, David, quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus pour les volontaires sur le terrain? Qu'est-ce qu'ils vivent difficilement? Qu'est-ce qui est difficile à vivre pour eux? Déjà, alors, c'est eux qui la vivent, la difficulté. Sûr, hein. Oui. Pour les plus jeunes, c'est une difficulté qui n'est pas liée à la mission. C'est la difficulté du premier emploi. C'est-à-dire de comprendre qu'ils ont un partenaire qui a des besoins, qui a des demandes, et que c'est lui qui décide. Ça, c'est pour les plus jeunes, en fait. Oui, les plus jeunes, mais enfin, jusqu'à 25 ans. Hein. Sinon, les difficultés, c'est les difficultés d'adaptation. Vous avez effectivement, on a vu des images en orphelinat, eh bien nous avions, il y a 2 ans, une ingénieure en technique du bois qui s'est retrouvée jardinière d'enfants parce qu'elle était avec son mari et que c'est comme ça que le poste a pu se construire en couple. Et donc au début, elle était plutôt déprimée d'être jardinière d'enfants, mais comme c'est un excellent métier, elle a découvert des joies nouvelles. Et Isor et Aymeric, justement, vous, qu'est-ce qui a été un peu difficile sur place? Pour moi, les rats et les cafards. Oui, c'est plus du tout le voyage de noces, là. Non, plus du tout. Non, un peu plus sérieusement, je crois que ça a été lié à la culture malgache, qui est une culture où on ne dit jamais non. Donc je me suis trompée en arrivant. Il y a des choses que j'ai faites qui ne fonctionnaient pas et je m'en suis pas forcément rendu compte parce que personne ne me le disait. Donc voilà, il a fallu du temps, il a fallu de la patience, il a fallu beaucoup d'humilité. Et ça, c'est aussi une des choses que j'ai appris, je crois, en premier là-bas, à être humble, à pas arriver avec ses gros sabots. On a toujours plein d'idées quand on arrive en mission, puis tout est possible. On a l'impression que tout est à faire et que tout est possible, donc c'est assez grisant. Voilà, j'avais pas forcément de personne en face de moi pour me dire non, ne fais pas ça, t'es en train de te planter. Donc je me suis plantée et j'ai appris. C'est extrêmement bien aussi. Et pour vous, Aymeric? Alors moi j'avais une des difficultés, c'était on est habitué ici à avoir une information immédiate, on sait ce qui se passe dans le monde, etc. Et donc, là ça a été un peu déstabilisant parce que on n'avait pas la télévision, on n'avait pas de radio, on n'avait pas de journaux. Vous étiez dans la capitale? Non, on était en brousse. En brousse, donc oui. on était assez isolés, on avait un peu d'électricité, mais on vivait confortablement, mais enfin c'était pas extraordinaire quand on compare ici. Et donc moi ça m'a un petit peu manqué, ce manque d'informations. On avait des lettres de nos familles et de nos amis, mais voilà. Et puis la deuxième difficulté, c'était de trouver le juste équilibre dans le foyer entre les pauvres qui venaient me voir, ils me disaient j'ai besoin d'aide. Et donc de discerner si il fallait lui donner une aide immédiate parce que c'était très important, ou en échange lui demander quelque chose, qui était aussi une habitude qu'on avait au foyer. Mais de trouver le moment où on allait dire à quelqu'un, bah voilà, on t'a soigné, on t'a nourri, mais maintenant il faut que tu te relances dans la vie. Et donc je vais te demander de travailler pour moi, je vais te demander de te former, je vais t'aider pour ça, mais
Donc de trouver ce moment-là. Alors on a des partenaires qui sont là pour nous aider pour ça. Mais... Jean-Robin, on arrive à la fin de l'émission. Juste un mot quand même sur le projet de retour. Ces jeunes, ils rentrent bien un jour. Est-ce qu'ils ont un projet avant de partir pour le retour? Il faut y penser. Avant de partir, il faut penser qu'est-ce que je vais faire en rentrant. C'est important. Parce que le volontariat de solidarité internationale, c'est pas une parenthèse dans la vie. Voilà. Ça fait partie maintenant d'un cursus professionnel. C'est un projet de vie. Hein. C'est un projet de vie. Et les jeunes, les chefs d'entreprise aiment beaucoup récupérer des volontaires parce qu'ils ont vécu une expérience d'adaptation, de flexibilité, de tolérance, d'ouverture aux autres remarquable. Donc nous organisons des week-ends et avec des coachs aussi, des stages de 3 jours avec des coachs pour les aider à revendre leur CV, à expliquer à des futurs employeurs qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait et à rebondir sur cette expérience pour repartir dans la vie. Très bien. Une toute petite question rapide, des conseils, vous, Isor, à ceux qui voudraient partir, en 2 mots. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes volontaires? D'être un peu abandonné, parce qu'on apprend beaucoup ça avec Fidesco, mais aussi je crois que c'est important d'être compétent. Enfin, c'est un peu le cheval de bataille de Jean, mais il faut se former et il faut vraiment être compétent dans un domaine pour partir, je crois. Merci à tous les 4 d'être venus. Alors, si vous souhaitez soutenir l'action de Fidesco, vous pouviez tout à fait le faire à travers des dons en adressant un chèque par courrier à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez également faire un don en ligne sur Internet, donc l'adresse Fidesco, www.fidesco.fr. Et puis, bien sûr, vous en avez l'habitude maintenant, si vous souhaitez réagir à cette émission, 2 adresses, une Internet et puis l'autre postale. L'adresse Internet réaction@kto-tv.com et puis l'adresse postale 12 rue d'Oradour-sur-Glane, 75 015 à Paris. Voilà, c'est la fin de ce KTO Magazine spécial association. On se retrouve la semaine prochaine.